Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande à l'animation d'Imagemo à voix haute, épisode du 12 mars 2022. En première partie, aujourd'hui, dans les coulisses du livre, on reçoit l'auteur et éditeur Robert Soulière. Ensuite, on écoute une capsule de Raconte-moi une histoire réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy, où elles nous font découvrir l'album Voici Michel de Jean-Baptiste Drouot, publié aux 400 coups. Et en fin d'émission, Marie Barguirgian sera avec nous pour nous livrer sa chronique sur la lecture à voix haute. Aujourd'hui encore, des gens et des livres à découvrir. Je m'appelle Maëlle, j'ai beaucoup aimé le livre Défense d'entrée de Caroline Héroux parce que c'est le livre d'un garçon qui raconte sa vie et les aventures qu'il a traversées à travers ses journées. Moi, je m'appelle Ayoub, j'ai 12 ans, j'ai presque 12 ans. Puis mon livre préféré, c'est BD Corbeau de la collection Noire. Je l'ai aimé parce que il fait peur, il y a du suspense, puis j'aime bien l'histoire. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, bref, des gens qui font les livres jeunesse et qui œuvrent dans le monde de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Robert Soulière, auteur prolifique et éditeur de renom. Bonjour Robert et bienvenue à Imagemo. Bonjour Marie, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ah, c'est plus que gentil, c'est un plaisir. Bon. Commençons par le début d'une carrière riche, Robert. Vous avez fait des études en lettres, obtenu un diplôme en information scolaire. Vous êtes passé par les éditions Pierre Tisser avant de fonder votre maison d'édition. Soulière Éditeur, d'ailleurs, a 25 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez également siégé au conseil d'administration de Communication Jeunesse et vous avez dirigé la revue L'Urelu, qui est consacrée à la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ces choix professionnels? C'est toujours la passion du livre et de la lecture, et même j'ajouterais la passion de l'imprimerie parce que j'étais agent d'information à la Commission scolaire Saint-Jérôme dans les années 70, c'était au siècle dernier, et je fréquentais beaucoup l'imprimerie Saint-Jérôme qui imprimait le journal de la Commission scolaire dont j'étais responsable. Donc, tout le monde de l'imprimerie m'a toujours fasciné, la mise en page, le graphisme, l'illustration, la lecture, tout ça. Donc, c'est tout ça qui m'a amené vers l'édition. Ah, et vous avez aussi écrit pour la jeunesse, donc plusieurs albums, des romans, des nouvelles. Est-ce que vous avez toujours eu ce goût pour l'écriture? Est-ce que les livres étaient présents chez vous quand vous étiez petit? Là, je vais vous étonner. Il n'y avait aucun livre à la maison et je n'ai jamais vu mes parents lire un livre. Oh, quand même. C'est quand même assez étonnant. Très étonnant. C'est ma tante Jeanne qui est enseignante qui habitait Valleyfield qui m'a apporté des Tintins et des Spirou et c'est là qu'elle a vu que ça m'intéressait. Puis là, elle m'a alimenté. Ça prend toujours un passeur dans la vie pour... Oui. Les livres, entre autres, et le cinéma ou les autres formes d'art, le musée, tout ça. Là. Donc, c'est elle qui m'a vraiment donné le goût de lire avec des choses simples comme Tintin, Spirou, et c'est la bande dessinée, évidemment, pour les jeunes qui nous attirent davantage que les romans. Mm-hmm. Après ça, à l'école, c'est venu les romans, les classiques, etc. Ah, chez moi, il n'y avait aucun livre. C'est assez étonnant. Tante Jeanne. Oui. On la remercie. Elle est sûrement décédée. Oui, de là-haut. Vous avez écrit, Robert, plus de 60 albums et co-romans, une vingtaine de romans pour ados et presque autant de nouvelles. On va se le dire, là, je nomme quelques titres. Hein. Oui. Entre Je n'ai peur de rien, qui est paru récemment aux 400 coups, oui. Qui est pour les plus petits, la série des Robert, qui est publiée chez Fonfon, et Le chien de Léopold, que j'ai lu, moi, quand j'étais enseignante et conseillère pédagogique aussi, mais j'ai lu ça avec un plaisir non dissimulé. Ça a été publié aux 400 coups. On peut parler d'éclectisme dans vos choix. Oui, on peut dire ça. Puis ça m'étonne moi-même parce que je regarde ce que j'ai fait, je me dis, mon Dieu, c'est le même homme qui a écrit tout ça. Oui, bien, qu'est-ce pas qui... tout ça dans le sens de la quantité, mais dans le sens de la diversité des romans d'humour, des nouvelles amoureuses,
un livre de poésie, des Oui, aussi. albums pour les 0-3 ans. C'est comme s'il y avait des tiroirs dans ma tête qui s'ouvraient, puis là, j'ai une idée, puis c'est pour ce public-là. Donc, c'est assez, entre guillemets, facile pour moi de déterminer le public qui va avec telle histoire. Oui. Mais qu'est-ce qui vous inspire, en fait? Ben moi, je pense que c'est la vie en général, ce qui se passe à la télé, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe chez mes petits-enfants, chez mes enfants lorsqu'ils étaient jeunes. C'est la vie, finalement, qui nous apporte toutes ces idées-là. Ah, mais vous en faites quelque chose de bien quand même. Comment? Vous en faites quelque chose de bien. Ben je sais. C'est réussi. On réussit pas toujours. Ah, oui, ben en fait, ce que j'ai lu, moi, c'est réussi. Bon. Chez Soulière Éditeur, depuis 1996, vous publiez une vingtaine de titres par année. Vous avez 3 grandes collections. Ma petite vache à mal aux pattes, c'est pour les plus de 6 ans. Oui. Chat de gouttière pour les lecteurs de 9 ans et plus et Graffiti pour les plus vieux, là, les 11 ans et plus. Oui. Qu'est-ce qui vous incite à choisir certains textes plutôt que d'autres, parce que vous devez en recevoir beaucoup? Oui, on en reçoit une centaine par année à peu près, ce qui est moins que d'autres éditeurs, parce qu'on publie moins. Ce qui nous impressionne surtout, c'est l'originalité, parce que tous les thèmes ont été abordés ou à peu près l'amour, l'aventure, le policier, etc., la poésie. C'est la qualité de l'écriture puis l'originalité du texte. C'est ça qui sont les 2 premiers critères. OK. Donc, et ça, on le sait assez facilement. On peut lire 10-15 pages, parce Colombe et moi, on est des lecteurs expérimentés. Disons, après 10, 15, 20 pages, on sait tout de suite si on va choisir l'œuvre ou pas. OK. Donc, tout de suite, là, on sent ça. Ouais. On le sent tout de suite. C'est bizarre. Ben, après 35 ans de métier, ben oui. Je pense que c'est la moindre des choses aussi en même temps. Et Robert, de sources sûres, là, et je tairai les noms de mes sources, Robert, vous êtes un homme discret, blagueur, sociable, sensible et généreux. Alors, d'après vous, là, qu'est-ce qui vous décrit le mieux parmi tous ces qualificatifs? Les 5. Mes sources sont bonnes. Discret, j'ai été quand même étonné de ça. Je suis pas discret dans le sens sur la place publique, je suis assez discret. Oui. J'ai fait les salons du livre pendant une 30aine d'années. Évidemment, là, il y a moins de salons en présentiel. Mais oui, sociable, généreux, tout ça, là, oui. J'essaie d'être une bonne personne. Ben, je pense que, en tout cas, les gens qui m'ont parlé de vous reconnaissent ça chez vous, ces qualités-là. Je les ai payés, ces gens-là. C'est pour ça. Là, je comprends. En tout cas, blagueur, ça, c'est vrai. Robert, si vous étiez ministre de la Culture et si vous en aviez le pouvoir, est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Ben, je vais vous dire une chose. Je dirais non, parce que c'est trop facile de critiquer la ministre de la Culture qui fait des bonnes affaires, mais on a eu il y a 2 jours des nouvelles assez réjouissantes. C'est que le gouvernement Legault va investir 50 millions de dollars supplémentaires par année, dont 10 millions par année. Ils veulent embaucher aussi 200 bibliothécaires, puis ils veulent aussi hausser la rémunération des artistes invités dans les écoles. Donc, c'est comme des bonnes nouvelles. Ce serait difficile de faire mieux. Oui, effectivement. Effectivement. Ça a tombé dans une bonne journée. On a su ça hier, je pense que c'était dans le journal hier. Et si, mettons, si je vous amenais dans la partie de tout ce que vous avez à remplir comme formulaire, ça, vous réduiriez pas ça? Oh boy! Je ferais ça plus simple. Parce que les demandes de crédit d'impôt, les demandes de subvention, on passe vraiment plusieurs jours. Mais c'est correct, c'est normal aussi de rendre des comptes parce qu'on reçoit de l'argent public. Puis, on est redevable. On est redevable, puis c'est correct aussi. Même, c'est sûr que ça pourrait être allégé un peu. Oui. Robert, est-ce que vous voudriez, en terminant, nous faire part d'un de vos coups de cœur littéraires? De notre maison d'édition en général? C'est comme vous voulez. Ça peut être ailleurs. Il y en a tellement, il y en a tellement, puis j'en lis tellement. Mais si c'était chez vous, alors? C'est chez nous, je dirais, vite comme ça, il y a plusieurs auteurs, j'irais plus par auteur, peut-être, si vous me le permettez. Bien sûr. Je dirais tous les livres de Jacques Lazur, tous les livres de Louis Aymon, les livres de Camille Bouchard, les livres d'Emmanuel Bergeron, évidemment, tout ce qu'on publie... on le publie parce qu'on a des coups de cœur, puis c'est la passion qui nous anime plus que l'aspect commercial de la chose, parce qu'il y a des livres qu'on sait qu'on n'arrivera pas à rentabiliser ce qu'on a mis comme tel, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est subventionné, puis c'est pour ça qu'on est un éditeur littéraire. Ouais. Donc, c'est tous ces gens-là. Danielle Simard, qui est une dame extraordinaire qui a arrêté d'écrire, mais à un moment donné aussi, on arrête d'écrire, hein? On a assez écrit.
Oui, on a fait. Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter d'écrire? Je sais pas, j'ai 2-3 textes, dont un chez Fonfon, un album chez Soulière qui va paraître en septembre prochain. Non, j'ai encore des idées. J'ai 2-3, comme on dit, 2-3 fers au four. Oui. Et non, je pense pas d'arrêter, pas à brève échéance, mais un jour, oui, c'est sûr. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir fait le tour tout de suite? J'ai l'impression, mais ça, les autres éditeurs vont me le dire, parce que quand je publie ailleurs, c'est l'auteur qui publie ailleurs, c'est pas l'éditeur qui dit fais telle affaire. J'écoute vraiment beaucoup les conseils des autres. Ah, ça, c'est intéressant. Mais il faut le faire aussi. Oui. Ben, écoutez, merci Robert Soulière. Merci Marie, c'est très gentil. Ben, c'était un immense honneur de vous recevoir, au très grand plaisir, et moi, j'espère que vous n'arrêterez pas d'écrire. Et vous êtes gentil. Vous n'arrêterez pas de publier non plus. Vraiment. On va essayer. Au plaisir. Merci, au plaisir, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, à la messe et à midi. Entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines, à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb. Elle s'écoule, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du fiel, on la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge. Plus c'est faux, plus c'est vrai, plus c'est gros et plus ça plaît. Calomnie, plus on nie, plus elle enfle et se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable et sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munition. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable, elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable. C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour elle a disparu, tout d'un coup dans les rues, comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Yves Dutheil, La rumeur. Jonglerie habile et plaisir des mots, ça m'est apparu la chanson idéale pour effectuer le passage entre l'humour de Robert Soulière et le sujet de la chronique littéraire de On a tous besoin d'histoire, qui suit. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant cette capsule de mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elles parlent de l'album Voici Michel de Jean-Baptiste Drouot, des éditions Les 400 coups. On écoute. Comment, par une rumeur, une célébrité que l'on croit reconnaître, un mot entendu, une imagination débordante, qui sait? Quand on est célèbre, il est difficile d'échapper à la rumeur. On épie le moindre de vos gestes, la moindre de vos phrases, la couleur de votre robe ou de votre veste. Vous vous promenez en toute tranquillité et soudain, la rumeur enfle comme un ballon jusqu'à vous envahir, jusqu'à vous faire fuir. Dans Voici Michel de Jean-Baptiste Drouot, publié aux éditions Les 400 coups, Michel se promène paisiblement, une brindille entre les dents. Il flâne. De page en page, il est peu à peu suivi par des inconnus qui se questionnent, qui le questionnent, croyant reconnaître le Michel. Pour échapper à la foule qui envahit sa tranquillité, Michel se met à courir. Il en perd sa brindille, assailli de gens qui veulent prendre une photo avec lui et d'autres qui veulent absolument un autographe. Avec insistance, on lui pose 1000 questions micro-tendues. Bref, chacun voudrait une petite part de Michel, le Michel. Il finira par réagir, je ne dis pas comment, pour échapper à la situation et surtout retrouver sa tranquillité. La réussite de cet album tient dans l'idée, mais également dans le travail graphique très intéressant. Aucune narration textuelle, mais des bulles exprimant les réflexions de la foule. Quant à Michel, il ne prononce en tout et pour tout dans l'album
qu'une seule phrase. Mais je ne suis pas Michel. Oui, on parle donc ici d'histoires plus visuelles que textuelles. Sur un fond blanc, dans un dessin épuré, Jean-Baptiste Drouot réussit très bien à donner l'impression de la rumeur qui gonfle de page en page. Quelques petites touffes d'herbe, des arbres, une barrière de bois, une petite maison. Le décor est vraiment minimaliste. L'espace blanc donne la liberté d'ajouter autant de personnages que nécessaire pour exprimer la foule qui grossit et grossit en chemin. Mais alors, au fait, comment se termine cette histoire? Michel va-t-il enfin se débarrasser de tous ces gens qui le poursuivent? La fin est bien ficelée et permet au lecteur de choisir entre deux chemins imaginaires en quelque sorte, l'un à gauche et l'autre à droite. À chacun de choisir lequel il veut suivre ou ne suivre personne. On a adoré l'efficacité, la simplicité et l'humour de ce petit album qu'on lit et relit avec plaisir pour se moquer un peu de nous, un peu des autres. Sans méchanceté. Un moment réjouissant de lecture. Alors, allez donc découvrir Voici Michel de Jean-Baptiste Drouot aux éditions Les 400 coups. À bientôt. Un clin d'œil à l'humour. Ici, comme dans l'album de Robert Soulière, Je n'ai peur de rien, dont on a parlé plus tôt, les illustrations jouent un très grand rôle dans l'histoire. Ici, dans Voici Michel, elles sont l'histoire. C'est intéressant avec les enfants de jouer avec le texte et les illustrations, d'observer comment l'histoire avance en comparant l'histoire textuelle et l'histoire visuelle. Sur le site de l'émission, vous trouverez les liens vers le titre mentionné, celui vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui vers le blog de Marie Barguirgian, Art Stramgram. Je m'appelle Aya, j'ai 10 ans et mes livres préférés, c'est les romans d'horreur parce que j'aime avoir peur. Alors, la première série qui m'a le plus accrochée en littérature jeunesse, j'avais 9 ans et c'était en 4e année et c'était la série Anicroche de Bertrand Gauthier à la courte échelle. J'ai adoré plonger dans l'univers de cette jeune fille-là parce que c'était une des premières fois où un personnage parlait comme moi. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. J'ai aimé le roman La Bête à Pile parce qu'elle est vraiment longue et il y a beaucoup d'action. La chronique de Marie Barguirgian. Et elle est là avec nous en studio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Dans votre chronique d'aujourd'hui, Marie, vous nous parlez de l'importance de lire à voix haute, d'écouter ces histoires et ces musiques francophones. On vous écoute avec attention et intérêt. Merci. Eh bien oui, de tout temps, les femmes et les hommes ont pris la parole pour raconter leurs exploits, leurs chagrins, leur bonheur. Pourquoi ? Pour partager, pour informer aussi, et même parfois pour se mettre en valeur. Et si depuis toujours on a accordé de la valeur à la prise de parole, c'est tout simplement parce que les mots et le langage, eh bien, c'est ce qui nous définit. Aujourd'hui, lire à haute voix des textes écrits a tout lieu d'être, particulièrement dans une société où l'on a encore du mal à créer des lecteurs et des lectrices pour la vie. Parce qu'en lisant à voix haute des histoires écrites, on invite les non-lecteurs dans l'univers de la littérature. C'est donc un acte de partage et de plaisir relié à un enjeu social. Car tous autant que nous sommes, nous aimons écouter les histoires. Oui. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'accéder à de nombreuses formes de lecture à voix haute et ainsi de partager des textes avec un large public, enfants ou adultes. De plus, la francophonie offre des musiques différentes du français parlé sur la planète, celles des Québécois, des Africains, des Suisses, des Belges et des Français bien sûr, de fabuleuses musiques. Et cet accès se fait par la lecture auriculaire, c'est-à-dire celle qui entre directement dans nos oreilles grâce à la radio, à un podcast, etc. La lecture à voix haute, partagée en classe, en bibliothèque ou ailleurs pour raconter avec un livre illustré ou bien un livre sans images. Et n'oublions pas la lecture à voix haute avec son enfant dans l'intimité de la maison.
Quel que soit l'âge du public auquel on s'adresse, celui ou celle qui lit devient une sorte de médiateur culturel dans la mesure où il transmet à l'oral un texte écrit. Il donne à entendre le sens d'un texte, sa musique, sa richesse lexicale, ses moments d'intensité. Un texte qu'il a choisi et auquel il fait confiance. C'est vraiment comparable à la lecture d'une partition musicale. Tout comme on fait confiance aux notes écrites par Mozart, eh bien, le lecteur fait confiance à son texte. Il faut qu'en lisant, il puisse mettre en route la pensée de l'auditoire avec sa voix qui est unique, comme est unique la musicalité du texte d'un auteur ou d'une autrice. Ce que porte le lecteur, c'est bien une matière littéraire. Ça fait un peu savant, mais de cette matière littéraire, il fait sortir les mots du livre. Et plus que cela, il livre, dans un livre, il livre des images comme s'il procurait une impulsion du dedans vers le dehors. C'est pourquoi la lecture partagée est une expérience temporelle unique, une forme d'art vivant. Dans l'oubli de soi, le lecteur se doit de trouver le juste équilibre pour ne pas prendre le devant du texte et laisser la liberté au public d'interpréter. Par le simple fait de lire ce texte à voix haute, il lui donne une autre dimension. Mais que se passe-t-il alors du côté du public qui entend une lecture à voix haute? À quelle nécessité intérieure correspond son besoin d'écouter? Eh bien, nous savons aujourd'hui que l'on entend des histoires bien avant la naissance puisque l'on perçoit les voix dans le ventre de notre mère. Et très vite, en grandissant, nous réclamons une histoire. Alors, cet enfant, se demande l'ethnologue Suzy Patiel, cherche-t-il à retrouver ce temps d'avant son temps quand seule une voix le reliait à l'univers du dehors, une voix qui pénétrait son univers obscur, fermé, réduit aux dimensions de son être, qui lui parlait d'un autre monde et l'accompagnait dans son lent cheminement vers lui? À l'âge où l'enfant écoute des histoires en groupe, on continue à lui parler d'un autre monde, mais cette fois, il est tout entier présent, de tout son être. C'est pourquoi le conteur Serge Bloch, pour attirer l'attention des enfants, leur mentionne « Attention, vous me prêtez vos oreilles ?» Et aussitôt après « Et les oreilles, ça sert à quoi ?» Un enfant bien installé sur les genoux de son papa a répondu « À respirer ?»« Non, répond le conteur, mais à coudre pour que je déroule le fil de mon histoire de ma bouche à tes oreilles. » Serge Bloch crée ce qu'on appelle un horizon d'attente pour le groupe, mais aussi pour chacun, intimement. Et c'est ainsi que dans cette expérience collective, au milieu des autres, l'enfant ressent intimement les choses tout en imaginant des choses à l'extérieur de lui. Il navigue en fait entre la réalité et l'imaginaire. Il joue à être là ou très loin. Voilà ce qu'offre la lecture à voix haute. Écouter est loin d'être un acte passif. En plus, il doit fournir un effort intellectuel pour essayer de comprendre l'histoire. C'est d'ailleurs dans cet effort qu'on habitue les enfants à mieux comprendre et interpréter un texte quand ils liront seuls plus tard. Oui, cette expérience collective est unique pour chacun. Nous sommes unis par l'histoire, mais notre cœur la reçoit aussi différemment des autres. Un jour, une petite fille a demandé « On est où quand on lit ?» La citation assez poétique de Kate DiCamillo y répond de belle manière. La lecture à voix haute nous transporte dans un lieu intermédiaire, un espace sûr, un espace où les participants, celui qui lit et celui qui écoute, peuvent lever leur défense et baisser la garde. Nous aimons les histoires et nous laisser bercer par la langue, mais aussi le lien qui nous unit lorsque se lisent les mots à voix haute. Un lien d'où naît une lumière qui nous rend visibles l'un à l'autre. Dans l'espoir que nos enfants assisteront à plus de lectures à voix haute, même quand ils sauront lire, rappelons-nous ces quelques points. Écouter une histoire ensemble, c'est avoir un moment de temps suspendu. J'adore cette expression, reliée à une intention de plaisir. C'est mieux comprendre l'impact du langage écrit, par sa musique, les pensées qu'il véhicule, et donner de la valeur aux mots, au langage, tout en comprenant que les histoires passent par ce langage écrit. C'est donner accès à une culture partagée dans un espace commun. C'est sentir ensemble la complexité du monde et grandir en se questionnant.
c'est s'extraire des routines quotidiennes, c'est même apprécier le silence à la fin de l'histoire. Dans ce partage de la lecture à voix haute, il se passe vraiment quelque chose d'irremplaçable. Ce serait une belle façon de donner à tous accès à la littérature et de réduire nos inégalités sociales si l'on invitait plus de monde à écouter des histoires à voix haute. Elles donnent de l'espoir. Et vous, quelles voix vous ont marqué? Mon Dieu, celle de Tante Lucille, tiens. C'est ce dont je me souviens la première fois. Vraiment. Et la vôtre? Ah! Marie, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai un livre qui vient de la courte échelle qui s'appelle L'oiseau de malheur. Je l'aime, il y a beaucoup de suspense et je l'aime. Je m'appelle Yacine, j'ai 11 ans. J'ai aimé le livre Les bruits dans le mur dans la série La courte échelle, c'est noir, car il y avait beaucoup d'action et j'ai aimé le lire pour mon projet. Je m'appelle Lucas. Moi, mon livre, c'est Le Périph' du monde. Il a été écrit et illustré par Élise Gravel. J'aime ce livre parce que l'histoire est amusante et ça fait pas de sens. Je m'appelle Anaïs. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre préféré. Mon livre préféré s'appelle Daphné au royaume enchanté. L'auteur de ce livre est Darcy Bussell. Les collections et les ballerines magiques. J'aime ce livre à cause que le personnage est courageux. Et j'aime l'histoire à cause que c'est l'histoire d'une fille qui veut faire du ballet. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, l'auteur et éditeur Robert Soulière, Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour leur chronique « Raconte-moi une histoire », Marie Barguirdian pour sa chronique sur la lecture, Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef division technique pour la mise en onde. C'est ici qu'Images et mots à voix haute se termine cette semaine. À la semaine prochaine!